Sur Afrique Université TV, bonsoir et bienvenue au magazine Wida Cité Scientifique consacré aux 4e journée scientifique du CAMES. C'est l'édition du 3 décembre 2019. Sur le campus de l'Institut sous-régional de la santé publique de Wida, nous choisissons de foncer dans la salle consacrée au programme thématique de recherche, consacré à l'innovation technologique et à la transformation. La raison, la transversalité des thématiques abordées ici. Et précisément, nous tombons sur celle-ci. Et avant de vous en parler, question. Connaissez-vous ces constructions qu'on rencontre très souvent dans les zones rurales, des zones sahéliennes? Le matériau utilisé ici est un composé de terre et de paille végétale. De façon singulière, le matériau composite qui associe la terre aux pailles de riz est l'objet de la communication de Christian Adadja, qui prépare un doctorat en sciences des matériaux en co-tutelle entre l'Université de Lorraine en France et l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a été question dans cette recherche de caractériser ce matériau et d'en prédire la résistance à partir des méthodes qui associent les mathématiques, la physique et l'informatique. Car il va bien falloir qu'on sache si l'on devrait limiter l'utilisation du ciment au profit de ce matériau dans nos constructions dans une perspective écologique. Ce matériau est traditionnellement utilisé dans nos pays en Afrique subsaharienne. Vous allez au Mali, au Bénin, au Togo, au Burkina, au Niger, surtout au nord. La communication semble si tellement pertinente que le coordinateur de l'atelier, le professeur Jonas Anji, prend du plaisir à nous expliquer les enjeux en salle. On s'est rendu compte que traditionnellement, les constructions en argile renforcées aux pailles de riz ou ailleurs arrivent à tenir. Ça tient parce que nos parents, nos ancêtres le faisaient, mais on a constaté qu'il y a des failles dans certains cas et qu'il faut optimiser, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ça tienne le plus possible et que ce soit comparable au béton qui est utilisé. D'accord ? Donc on essaie d'avoir des caractéristiques qui fassent que ces matériaux de construction traditionnels soient compétitifs vis-à-vis de ce qui est utilisé en termes de béton. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce que lui fait comme travail, c'est de faire en sorte de trouver les mélanges optimums, donc peu de mesures, pour avoir le résultat escompté. Donc on part des caractéristiques attendues et lui, il prédit déjà. Ça vous fait gagner en termes de process. Au lieu de faire plusieurs mélanges pour trouver ce qu'il faut, parce qu'on connaît les caractéristiques, lui optimise au milieu, lui vous fait un modèle et il vous dit, quand vous me donnez un certain nombre de caractéristiques, je suis capable de vous dire de ne pas faire plusieurs, mais par ma prédiction, je suis capable de vous dire ça pourra nous obtenir les critères attendus. Donc lui, il est là pour permettre à l'expérimentateur de gagner du temps et donc de l'argent. Revenons à l'auteur des travaux pour bien saisir les enjeux de ce matériau de construction. Je travaille sur le matériau composite qui associe la terre aux pailles végétales de riz. Vous savez, le matériau composite agile paille de riz est un matériau ancestral utilisé par nos parents en milieu rural de façon traditionnelle pour construire les greniers de stockage de céréales. Et les structures qui ont été construites à base de ce matériau ont montré que dans le temps, elles tiennent bien. Alors nous sommes dit, dans la vision de vulgariser son utilisation aujourd'hui auprès des constructeurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à la résolution d'une problématique. La problématique, c'est limiter l'émission des gaz à effet de serre. Et le secteur de la construction est majoritairement à la base de l'émission des gaz à effet de serre, notamment le CO2, dû à l'utilisation du ciment dans la construction. Alors ce matériau a le mérite d'être confectionné sans ciment, sans ajout de ciment. Alors pour nous aujourd'hui, c'est de travailler, de mettre au point ce matériau d'un point de vue scientifique afin de prouver aux constructeurs que ça peut tenir dans n'importe quelle structure de bâtiment. C'est sur ça que moi je travaille. J'étudie ces caractéristiques mécaniques et thermiques. La terre est connue comme un bon isolant thermique. Construit en terre, vous avez un bon confort thermique. Mécaniquement aussi, il y a eu des travaux qui ont prouvé que oui, la terre tient bien. Mais ça a des limites. C'est à cause de ces limites qu'il faut ajouter les pailles végétales pour venir jouer le rôle d'armature, comme les aciers jouent le rôle d'armature pour le béton. L'Afrique
Ce sont des montagnes, des plaines, des déserts, des côtes, bref, un relief varié. Peut-on utiliser la terre mixée aux pailles de riz partout pour construire? Oui, vous pouvez utiliser ce matériau partout, mais en prenant des dispositions données, des dispositions constructives, comme on l'appelle dans notre jargon du génie civil. Il y a des dispositions constructives à prendre pour utiliser ce matériau en fonction de la zone d'utilisation. Ce matériau peut servir n'importe où, dans les dalles à corps creux à poutrelles, dans le remplissage, ça peut jouer le rôle de remplissage dans les bâtiments, les mines de remplissage. Et ça peut servir dans n'importe quelle partie de bâtiment. Il suffit juste, en fonction de là où on veut l'utiliser, on dimensionne en fonction de ça. Et ça peut répondre. Nous l'avons prouvé dans nos résultats à travers nos publications scientifiques dans les journaux indexés à comité de lecture. D'autres chercheurs, dit le Béninois, ont démontré que la terre peut s'associer également aux pailles de fonio, de blé et d'autres céréales cultivées sur le continent. Spécifiquement, dans un pays comme le Bénin, adopter le matériau composite devrait empêcher que les pailles de riz finissent leur course dans la nature. Qui dit matériau, dit habitat. Dans les métropoles africaines, l'habitat spontané, comme on peut le voir sur ces images, prend le dessus. Au-delà de l'inconfort que cela provoque et des problèmes environnementaux et de sécurité qui en découlent, il y a plus grave, les risques d'incendie. Le docteur Marceline Kwenke, camerounaise, affiliée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé, s'est précisément penchée dans sa communication sur ces risques qu'elle a pris le soin de modéliser après avoir effectué des descentes à Douala, Yaoundé, Abidjan et Ouagadougou. Pourquoi y a-t-il donc autant d'incendies dans les quartiers habitats spontanés? Raison principale, les constructions se font sans voie d'accès, mais il y a plus grave. Nous pouvons citer donc la manipulation et la vente illégale du carburant. Nous pouvons citer les montages confus de fils électriques, les branchements informels, les branchements pirates. Nous pouvons citer donc les constructions proches des zones de stockage de carburant. Donc tous ces facteurs d'apparition de risques, on les retrouve en habitat spontané. La solution que propose la chercheure, ingénieure de génie civil à la base, consiste à défaut de raser ces quartiers, d'y opérer une véritable chirurgie pour éliminer les facteurs pouvant déboucher sur des incendies aux conséquences toujours catastrophiques. Nous pouvons utiliser dans les caractéristiques de risque d'incendie pour étudier la faisabilité des projets de restructuration, de rénovation, de restauration, oui, des quartiers habitats spontanés. Parce que les éléments que nous avons cités tout à l'heure, quand nous entrons dans une zone, nous les identifions. Si nous avons par exemple les fils, si nous nous retrouvons devant une concession où on a les fils électriques confus, nous avons le matériau inflammable, nous saurons que pour une transformation, voici ce que nous devons enlever. Et en faisant un répertoire de tout ce qu'il faut changer, on peut donc programmer, on peut donc établir le programme nécessaire pour transformer dans la zone. La transformation, le professeur Magloire Baguidi s'y est penché, mais dans le secteur de l'agroalimentaire. L'enseignant-chercheur de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi présente ici une communication sur une étude qu'il a menée sur le degré de contamination en molécules chimiques cancérigènes des jus d'ananas produits par les entreprises béninoises. Alors, en fait, on a cherché à voir la qualité chimique des jus d'ananas produits au Bénin dans le souci d'aider les producteurs à la mise aux normes pour l'exportation des produits. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi de faire cette étude. Et l'objectif de l'étude, c'est de suivre les niveaux de contamination en polluants organiques. Et quels sont les polluants organiques qu'on a choisis? On a choisi de rechercher les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Parce que dans le process, les gens utilisent des presses qui sont parfois lubrifiées avec des lubrifiants organiques dont la décomposition peut générer des HAP qu'on peut retrouver, ou bien même la composition. Dans la composition, on peut voir des HAP qui peuvent, par une mauvaise manipulation, interférer dans le jus. Donc on a voulu rechercher ces polluants-là
dans les jus d'ananas pour voir si le process n'interfère pas sur la qualité du jus. De même également, nous avons cherché les pesticides organochlorés, qui sont des pesticides résistants à la biodégradation, qui perdurent dans les sols. On veut voir leur impact sur la qualité du jus produit. Est-ce qu'on ne peut pas les retrouver dans les fruits? Et donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour pouvoir aider les producteurs à plus ou moins surveiller ces deux éléments chimiques qui ne sont pas les seuls dans la production de leur jus. Le chercheur indique bien que ces éléments chimiques peuvent entraîner des cancers et d'autres maladies. Mais il dit aussi que la situation n'est pas encore au niveau de la cote d'alerte. La conclusion, sans pour autant alarmer, c'est que les jus d'ananas sont contaminés en pesticides organochlorés et en HAP. Mais il ne faut pas être alarmiste. Il ne faut pas être alarmiste parce que, en fait, ces niveaux de contamination, c'est parce qu'on a abaissé les niveaux de détection pour pouvoir aller les rechercher. C'est sous forme de traces. C'est vrai, mais ça ne dépend pas pour ces polluants-là de la matière première ou bien des producteurs de cette matière première, mais c'est notre histoire. Ça veut dire que c'est des molécules qui ont été massivement utilisées dans le passé, dans l'agriculture, non plus, c'est interdit aujourd'hui, qui sont utilisées dans l'agriculture et qui étaient utilisées dans l'agriculture, mais dont les traces restent dans l'histoire de la Terre. Ils sont toujours là, sous forme de résidus, et qui continuent de contaminer. Les problématiques qui font l'objet des communications dans l'atelier consacré au programme thématique de recherche sur l'innovation technologique et la transformation ont globalement de quoi satisfaire le coordinateur. Le professeur Jonas Anji souligne à grands traits des travaux qui l'ont personnellement marqué. Ça se passe très bien. Hier, nous avons commencé, après les séances plénières en amphi, nous avons commencé sur le coup de 17h30 et donc on a commencé avec 2 communications, le temps de mettre en place les différents bureaux des séances pour organiser le passage des différentes communications. Alors on a commencé à atteindre on est monté en puissance aujourd'hui et on a atteint vraiment une bonne vitesse de croisière avec des communications, je vais en citer 2, notamment la communication sur l'innovation pédagogique qui est proposée par ICERCO, qui a montré que en fait une population de 1800 étudiants, quand on fait en sorte de proposer une formation personnalisée qui prend en compte la passion, le desiderata des étudiants et qui prend en compte ce qui les fait vibrer, ce qui est pertinent sur le terrain, ça fait des gens engagés, capables de conduire un projet et capables de produire de la valeur ajoutée. Alors, avec sa communication, on a bien compris que si on arrive à faire en sorte qu'on ait des filières qui dépendent de l'individu, qui prend en compte ses forces et ses faiblesses, et qui prend en compte son goût, et qui prend en compte la pertinence de son sujet sur le bassin de l'emploi, on fait de cet individu déjà un entrepreneur au moment où il est en train d'étudier, mais en même temps, il apprend, il réalise en apprenant, et il met en route des projets où la compétence est acquise en le faisant. Et ça a été très intéressant dans la mesure où il a montré qu'ils ont un taux d'insertion, un taux de pénétration au niveau du bassin de l'emploi qui est très élevé. Et maintenant reste à passer à l'échelle. Voilà, à passer à l'échelle, passer de ces 1800 étudiants à une échelle beaucoup plus grande. Mais devant le fait que les étudiants vont de plus en plus croissant tous les 5 ans, on a pratiquement multiplié par 4 ou par 5 l'effectif des étudiants. Il va falloir trouver les mécanismes pour faire en sorte que cette innovation pédagogique puisse être possible à grande échelle. Voilà. Donc ça, c'est l'une des innovations au niveau pédagogique. Il y a aussi le tout dernier qui est passé avant que vous veniez m'interviewer, qui a proposé une espèce de prédiction, d'accord, dans le domaine des matériaux. Donc il a essayé de montrer qu'on peut, à partir d'une étude prédictive, arriver à des propriétés attendues d'un matériau. Et ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, et les process sont beaucoup plus éprouvés. On n'a pas besoin de faire beaucoup de points pour arriver au matériau attendu, mais avec la prédiction, on est capable, à partir d'une formulation, d'obtenir les résultats attendus. En entreprise, c'est très important. Parce que si vous avez besoin d'une contrainte à la rupture qui soit d'un certain niveau et que vous êtes capable, à partir des points d'expérience, de prédire les mélanges à faire pour obtenir les résultats attendus, vous voyez que
on gagne du temps et par conséquent, on gagne en termes de valeur ajoutée. C'est-à-dire, moins on met de temps à produire le matériau fini, plus on gagne en efficacité et en moyens, on va dire, financiers. On fait de la valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est en cela qu'on fait de l'innovation, parce qu'il s'agit de produire de la valeur ajoutée. Voilà. Puis, l'enseignant-chercheur ivoirien relève l'interdisciplinarité qui anime ce programme thématique de recherche, sur qui le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur fonde beaucoup d'espoir. Tout ce qui se discute ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pluridisciplinaire et on s'enrichit des questions d'ordre économique, parce que, comme tout à l'heure, on en discutait avec un collègue qui est venu nous parler de l'incidence des organochlorés sur la terre et comment les jus, à l'intérieur des jus, on trouvait des organochlorés et tout ça. Donc on s'est rendu compte que les jus étaient contaminés. Mais en parlant de ça, on s'est rendu compte, parce que l'une des solutions qu'ils préconisaient, c'était une terre qui soit ensoleillée, c'est-à-dire ensoleillée et mise à jachère, après quoi on envoie de l'humus. Mais la question économique qui était pendante derrière, c'est que le paysan qui est obligé de laisser sa terre et sa jachère est obligé, comment il fait pour nourrir ses enfants, pour assurer la scolarité. Donc le volet économique est apporté par un économiste qui est dans notre thématique innovation, transformation, technologie. Du coup, ça recentre l'université comme lieu où on est capable de rendre un service à la société. D'accord ? Donc, de manière pluridisciplinaire, nous prenons les questions, nous les traitons et nous apportons des solutions innovantes pour qu'on puisse tous gagner ensemble. Voilà la nouvelle Afrique, c'est ça. Et lorsqu'on quitte le programme thématique de recherche consacré à l'innovation technologique et à la transformation, on tombe non loin de là sur l'atelier du PTR des technologies de l'information et de la communication. Ici, le panier des 12 communications orales et les 5 posters au programme a déjà été vidé. Les participants élaborent le rapport sous la conduite du coordinateur, le professeur Claude Lichou. Et très vite, ces experts bouclent le travail. Une occasion de faire un bilan. Toutes les communications prévues ont été réalisées dans les délais. Communication orale, mais aussi communication affichée. Sur la plupart donc, des communications, elles ont porté sur les nouveaux outils technologiques dans la résolution des problèmes sociétaux, sur l'utilisation des bases de données internationales dans l'amélioration donc, de la visibilité de la production scientifique de notre espace, sur les avantages liés à l'utilisation des technologies nouvelles et des pédagogies innovantes au niveau donc, de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et sur la diffusion et la promotion des référentiels donc, du CAMES, tant au niveau des systèmes d'information qu'au niveau donc, de la formation ouverte et à distance. En ce moment, 2 secteurs font l'objet de questionnements en rapport avec les TIC en Afrique. Il y a la santé d'une part et la banque, avec notamment la sécurité des cartes de paiement d'autre part. Les chercheurs de ce programme thématique de recherche se sentent-ils concernés par ces enjeux ? Il y avait une communication justement sur les réseaux de capteurs dans le cadre de la e-santé par rapport donc à un territoire. Nous avions parlé de tout ce qui est aussi fintech. Il y avait une communication aussi sur les crypto-monnaies et sur comment on modélise justement les différents chocs liés à des événements. Donc effectivement, nous sommes dans cette dynamique et la recherche aussi est en train donc d'apporter des solutions face à ces problématiques qui sont prises en compte déjà par nos chercheurs. Enfin, il y a des recommandations que ce programme thématique de recherche a arrêté et compte adresser aux instituts d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES. Au niveau des IESR, comme on les appelle, il s'agit de pouvoir donc mener maintenant des recherches multi-pays, pluridisciplinaires, dans de nouvelles thématiques comme le big data, l'intelligence artificielle, la robotique, la réalité augmentée, les objets connectés.
Il s'agit aussi donc de pouvoir de promouvoir en réalité des échanges et des expertises sur des pédagogies numériques, des pédagogies intelligentes pour accompagner en réalité l'usage donc des TIC dans les universités. On doit aussi mutualiser les ressources éducatives libres conçues dans les universités et les diffuser dans toutes les universités. C'est aussi quelque chose d'important à ce niveau-là. On doit pouvoir aussi sensibiliser tous les acteurs à ce changement de paradigme. Quand on dit tous les acteurs, ce sont les enseignants, ce sont les étudiants, mais c'est aussi le personnel d'appui. Dans les autres programmes thématiques de recherche, comme ici dans le couloir des changements climatiques, les travaux se sont poursuivis jusqu'à 19h sur le campus de l'Institut sous-régional de santé publique de Ouidah.